La crise mondiale, celle des dettes souveraines en Europe avec le feuilleton de la Grèce, les nouvelles réglementations bancaires de Bâle III au projet français de séparation des activités bancaires, l'avenir de la construction européenne et le risque d'implosion de certains États avec les tentations indépendantistes, séparatistes de régions comme la Catalogne, la Flandre ou l'Écosse. Pour parler de tous ces sujets brûlants, Xerfi Canal a invité un homme qui était encore, il y a un peu plus d'un an, l'un des hommes, sinon les plus puissants de la planète, du moins les plus exposés médiatiquement. Pas un jour depuis le début de la crise sans qu'il n'apparaisse dans les médias du monde entier. Cet homme est d'ailleurs toujours présent dans le quotidien des 330 millions d'Européens, puisque c'est sa signature qui figure sur les billets que nous utilisons tous les jours. Alors je ne me trompe pas, Jean-Claude Trichet, c'est bien votre signature sur ce billet? Oui, en effet. Bien. Alors Jean-Claude Trichet, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau, car vous faites partie de cette catégorie de retraités très, très actifs. Depuis un an, vous continuez d'être par Mons et par Vaux, vous présidez notamment la Fondation Bruegel, vous êtes administrateur de ADS, et vous avez même trouvé le temps pour rédiger un long article pour un journal allemand sur Goethe, l'économie et la monnaie. Alors Goethe qui fut, j'ai appris à cette occasion, ministre des Finances du Grand-Duché de Weimar. Alors je pense que ce choix n'est pas neutre, car vous êtes un passionné de poésie, et la monnaie est bien sûr votre seconde passion. Et vous avez appris aussi à bien connaître l'Allemagne. Qu'est-ce que Goethe peut nous apprendre sur notre grand voisin? Goethe est très profond. Il a une expérience effectivement de ministre des Finances. C'était d'ailleurs un ministre des Finances très raisonnable, très, très sage. Et en revanche, il est beaucoup moins sage, évidemment, dans sa littérature. Et il est très, très audacieux. Et il y a des analogies, disons, entre la poésie, la littérature, la monnaie, dans Faust, qui sont extrêmement profondes, avec une analogie en particulier entre le papier-monnaie et son inflation éventuelle, et le langage et l'inflation verbale. Enfin, c'est absolument fascinant. Alors, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que les Français ont peut-être une inflation verbale et une inflation monétaire, alors que les Allemands ont moins d'inflation verbale et moins d'inflation monétaire? Non, non, les deux, comme vous le savez, ont exactement le même niveau d'inflation monétaire, puisqu'ils ont la même monnaie. Je parle du passé. Ils ont la même monnaie. Dans le passé, non, les Français affectent d'être dissipés, de n'être pas orthodoxes, etc. C'est une affectation. Ce n'est pas la réalité. Comme vous le savez, depuis la Révolution française jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la France a été exceptionnellement organisée, orthodoxe, si l'on peut dire, sage et raisonnable sur le plan monétaire, et presque trop raisonnable aux yeux de certains, même aux yeux de beaucoup dans l'entre-deux-guerres. Et donc la France n'est pas spontanément dissipée. De même en matière budgétaire, ses dépenses publiques en proportion du PIB étaient inférieures à celles de l'Angleterre et de l'Allemagne avant le premier choc pétrolier, donc encore en 72 et 73. Il n'y a pas de chromosome de dissipation ou comment dirais-je, d'inflation française. Il y a en revanche des problèmes, et surtout des problèmes, c'est vrai, depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec des périodes de laisser-aller et des périodes sérieuses. Et alors, les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont de plus depuis 20-30 ans par rapport à la France? D'abord, ils n'ont rien de plus qui vienne évidemment de leur don particulier. Ils se sont bien gérés constamment. C'est-à-dire que nous avons connu des périodes pendant lesquelles nous ne nous gérions pas bien. Par exemple, au lendemain immédiat de la guerre, la 4e République. L'Allemagne a choisi le sérieux. 4e République, c'était même le fameux choix entre Pleven et Mendès France. On choisit Pleven, c'est-à-dire on choisit... Puis il y avait les guerres coloniales qui coûtaient aussi. Un certain laxisme. C'est vrai, il y avait aussi d'autres raisons. Mais on a alterné comme ça des périodes de dissipation, pour utiliser un mot... qui me paraît approprié, de laisser aller, et puis des périodes sérieuses. Et évidemment, ça nous a fait perdre un peu. Mais quand on est sérieux, on a des réussites de type allemand. Quand on est moins sérieux, évidemment, on est toujours puni par l'absence de sérieux. Nous avons été sérieux dans les années 90 Je crois qu'on peut dire qu'on a été sérieux lorsque de 58 à 68, disons, pour simplifier outrageusement, on a eu une période effectivement de stabilisation importante. Et puis alors on a été entraîné dans l'absence de sérieux qui marquait, à vrai dire, l'ensemble des pays avancés à l'époque, dans les années 70, où il y a eu, comme vous vous en souvenez, beaucoup d'inflation.
Et puis ensuite, alors, on a eu une période de reprise en main dans les années 80 et 90. Paradoxalement, tant qu'on était en train de se préparer nous-mêmes à l'euro, on avait une stratégie de sérieux sur le plan notamment de la compétitivité. C'était la fameuse désinflation compétitive. Jacques Delors, le concept Jacques Delors renforcé au moment de la cohabitation. Et tout cela nous a donné, sur la base d'un consensus bipartisan, les deux grandes sensibilités du pays étaient sur la même ligne stratégique et les alternances ne changeaient pas cette ligne stratégique-là qui était en ligne avec la création de l'euro, la convergence au sein de l'Europe. À la fin de la période, nous étions en excédent de la balance des paiements courants, notre compétitivité avait été tout à fait renforcée et on en avait les bénéfices en termes notamment de diminution du chômage. L'Allemagne de son côté, c'est jusqu'en 2001, ça. Oui, l'Allemagne de son côté avait eu évidemment toutes les difficultés liées à la réunification et se trouvait de ce fait dans une situation de déficit de la balance des paiements courants. Au moment où on a créé l'euro, nous étions en excédent de la balance des paiements courants, ils étaient en déficit. Ceci s'est retourné parce que depuis la création de l'euro, finalement, les Français ont un peu donné l'impression qu'ils disaient bon, « ça y est, on a atteint nos buts, on n'a plus qu'à laisser fonctionner spontanément notre propre économie », mais le fonctionnement spontané, malheureusement, on peut revenir là-dessus, de notre économie n'est pas suffisamment attentif à la compétitivité. Et c'est pour ça qu'il faut absolument renforcer la conscience. En 10 ans, vous qui étiez en Allemagne, vous avez bien vu de près l'économie allemande, quel est l'écart de compétitivité sur les 10 années depuis la création de l'euro, grosso modo ? Je crois qu'il y a, dans l'analyse de l'Allemagne, sur cette période, il faut regarder d'une part les réformes structurelles qui ont été faites et d'autre part les évolutions de coûts dans l'économie. Si l'on prend les coûts unitaires de production, c'est-à-dire le mélange de salaires nominaux et de progrès de productivité, on arrive à un progrès, c'est-à-dire une moindre augmentation des coûts unitaires de production en Allemagne, très substantielle par rapport à notre propre pays. Alors il y a des évaluations diverses, mais enfin on peut dire que c'est de l'ordre de 15 à 20%. Selon les évaluations. Les Allemands étaient rentrés dans l'euro avec un petit avantage. Les Allemands étaient rentrés dans l'euro avec un déficit de compétitivité. Nous vendions des Renault comme des petits pains en Allemagne. Il y avait, du point de vue du rapport qualité-prix, un avantage pour nous qu'on peut peut-être estimer à 5-7%. Et ils ont fait donc maintenant. Donc ils ont rattrapé. Ils ont rattrapé et ils ont regagné 15%. Ils ont rattrapé et dépassé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils se trouvent en effet dans une situation de très bonne compétitivité, à la fois en Europe et dans le reste du monde, enfin dans l'ensemble de l'économie mondiale dans laquelle nous sommes tous plongés. On dit parfois la stratégie d'exportation n'est pas la bonne, etc. Je fais remarquer que il n'y a pas de différence entre le marché domestique, le marché européen et la grande exportation. Dans tous les cas, il faut séduire des consommateurs. Et si on séduit les consommateurs à l'exportation, on séduit aussi ses propres consommateurs. C'est-à-dire qu'on se renforce, et notamment on renforce bien entendu la création d'emplois dans le pays producteur. Mais c'est ça que la France n'a pas su faire depuis 10-15 ans. Encore une fois, considérant, enfin, il est très difficile de rationaliser ex post tout cela, parce que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. La France a continué à travailler, à discuter, il y a eu un débat public. Mais c'est vrai que tout s'est passé comme si, dans la construction de cette économie qui devait avoir suffisamment convergé pour entrer dans l'euro, on a eu des efforts indéniables qui ont payé. Et une fois le but atteint, on s'est retrouvé avec à nouveau un certain laisser-aller. Est-ce qu'il n'y a pas eu de fait l'acceptation dans cette zone monétaire unique d'une sorte de répartition internationale du travail à l'intérieur de la zone euro et que inconsciemment, nous nous sommes dit, en tout cas nos dirigeants, mais aussi les populations, finalement les Allemands font l'industrie, et puis nous, on va faire le luxe, le tourisme, plus que quelques grands groupes. Non, personne ne raisonne comme ça, naturellement. Chacun de nos secteurs est plongé lui-même dans son environnement. Et
Ce n'était pas comme ça qu'on a raisonné, mais il est normal évidemment qu'il y ait des avantages comparatifs entre les différents secteurs des différentes économies et que chacun exploite ces avantages comparatifs. Ça, c'est tout à fait normal. Ce qui est moins normal, c'est que les coûts augmentent comme une sorte de marée et handicapent ceux qui ont les avantages comparatifs les meilleurs pour eux par rapport aux autres économies de la zone euro. Et autres économies du monde. D'ailleurs, on est complètement ouvert. L'ensemble de l'économie européenne est complètement ouvert sur le monde. Et donc, ce qui handicape ou gêne les meilleurs tue les moins bons. Donc, le problème est plutôt celui de la compétitivité d'ensemble de l'économie de chacun des pays. Parce que ce qu'on dit sur la France, parce que vous vous concentrez sur la France, moi je ne me concentrais pas sur la France, j'étais sur 17 pays. Et donc ce que je dis est encore plus vrai, bien entendu, pour d'autres pays dont on sait qu'ils ont des problèmes. On voit bien que l'Espagne, elle basait son développement sur une filière construction banque, BTP, qui a créé les bulles que l'on sait. Oui, mais enfin, il n'y a pas que ça en Espagne. Il y a aussi une industrie qui n'est pas du tout négligeable en Espagne. Non. Ces dernières années, elle avait fortement décliné. Je crois, à part quelques grands groupes. Non, mais à part quelques grands groupes qui allaient sur l'Amérique latine, globalement, l'industrie espagnole a plongé. Ils ont tout misé dans cette répartition à l'intérieur du travail, sur la filière construction, jusqu'à ce que... Il y a eu une bulle immobilière, c'est un fait. Alors, il y a un autre pays qui, effectivement, on ne sait pas très bien sur quoi il avait misé d'ailleurs, c'est la Grèce. Et il y a eu une histoire qui court en Allemagne, d'ailleurs ça sort maintenant dans les journaux, comme quoi, en fait, ces psychodrames réguliers qu'on a sur la dette grecque ne servent qu'à acheter du temps. Et que la dette grecque par rapport au PIB reste toujours aussi importante, puisque le PIB diminue, et que ce temps que l'on gagne, c'est en attendant les élections en Allemagne. Et Mme Merkel, d'ailleurs, commence elle-même à évoquer la possibilité d'un write-off partiel de la dette grecque. Alors, est-ce qu'après les élections allemandes, il ne va pas y avoir une vaste restructuration, voire même éventuellement une sortie de la Grèce de l'euro? Et est-ce que la sortie de la Grèce de l'euro serait la catastrophe que l'on nous annonce? D'abord, je ne crois pas à la sortie de la Grèce de l'euro. Le problème se pose évidemment depuis maintenant 3 ans, puisque la crise des risques souverains a commencé il y a 3 ans, ou même un peu plus de 3 ans. Donc nous sommes dans une situation dans laquelle le problème s'est posé. Les Européens ont répondu non, aussi bien les Grecs, y compris le peuple grec lorsque la question lui a été posée, directement ou indirectement, et l'ensemble des autres Européens. Il est évident que ce n'est pas une bonne solution. De toute manière, le problème n'est pas, au moment où nous parlons, ce n'est pas essentiellement la dette grecque. La dette grecque est essentielle au moment où on revient sur le marché et où il faut séduire des investisseurs mondiaux, européens, pour se refinancer. Et donc, ça c'est la réussite de l'opération d'ajustement. Mais le problème essentiel, c'est l'ajustement lui-même. Quand on s'habitue à dépenser beaucoup plus qu'on ne gagne, et que, bien entendu, il n'y a plus aucun bailleur de fonds pour vous permettre de dépenser beaucoup plus que vous ne gagnez, eh bien, il faut ajuster. C'est-à-dire arriver progressivement à dépenser pas plus qu'on ne gagne, et éventuellement, d'ailleurs, à dépenser un peu moins qu'on ne gagne pour pouvoir dégager un surplus et inspirer confiance. Il ne gagne plus rien. C'est vrai pour tout le monde, ça. Oui, mais il ne gagne plus rien. C'est vrai pour les États-Unis, comme pour le Japon, comme pour notre pays, bien sûr, et comme pour les pays qui se trouvent dans une situation très difficile en ce moment. Et il ne faut pas l'oublier. Parce que fondamentalement, c'est ça le problème. À un certain moment, la pauvre Grèce s'est retrouvée en demandant à l'étranger de lui financer l'équivalent de 16%, 17% de son produit intérieur brut. Ça ne va pas du tout quand on est dans cette situation-là, et il faut ajuster. Donc, ils sont en train de faire un gros travail d'ajustement qui est absolument nécessaire au sein de la zone euro, c'est-à-dire de manière ordonnée et progressive, même si, évidemment, c'est dur, et c'est toujours dur. Ça pourrait être encore beaucoup, beaucoup plus dur avec la solution que vous imaginiez, c'est-à-dire la sortie de l'euro. On sait ce qu'il en est. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé au moment où l'Argentine, par exemple, a quitté son PEG avec le dollar des États-Unis. Et alors là, vous avez un ajustement brutal, immédiat, absolument dramatique, une baisse absolument tragique du produit intérieur brut d'un seul coup, et évidemment toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Donc la solution
d'ajustement ordonné est évidemment préférable à cette solution brutale. Il y aura une restructuration de la dette, ça ne peut pas être autrement. Attends, Jean-Michel, 4 points, on a déjà eu une restructuration. Oui, on a eu une restructuration pour la dette privée. Oui. Mais maintenant, on va restructurer la dette publique, puisqu'on va transformer la dette privée en dette publique. Demandez aux contribuables des autres pays s'ils sont ravis d'envisager. Vous envisagez ça avec allégresse. Ce sont des problèmes graves. C'est de l'argent qu'on a prêté. Oui, mais c'est de l'argent que les contribuables ont prêté et ils s'attendaient à avoir des intérêts, comme il est bien normal, puisque eux-mêmes payent quand même des intérêts sur leurs emprunts et à être remboursés. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faudra pas faire des efforts supplémentaires, mais je dis on n'en parle pas avec trop d'allégresse, parce que ce sont des problèmes graves, et des problèmes graves pour nous aussi, pour tout le monde, mais pour nous aussi. En tout état de cause, le problème, c'est essentiellement l'ajustement. Ça, ils le font. Il faut que la Grèce, indépendamment de sa dette, soit... Non, ils le font, oui, enfin, je peux vous donner d'autres exemples. Je peux vous donner l'exemple de l'Irlande, qui était dans une situation très très mauvaise et qui est déjà revenue à la compétitivité. Oui, enfin, l'Irlande, c'est pas une dette bancaire, et puis il y a des multinationales qui sont installées, qui profitent il y a toujours de bonnes raisons. De l'avantage fiscal, ce qui n'est pas le cas en Grèce. Mais la Grèce a des avantages énormes, elle a des îles magnifiques, elle a une mer absolument superbe. Tous les pays ont leurs avantages comparatifs. Autre exemple. Les pays baltes, les 3 pays baltes. Avez-vous entendu parler des pays baltes? Est-ce qu'on parle des pays baltes dans ce moment? C'est des zones franches, non? Tous les trois dans la zone euro. 2 en currency board, 1 dans la zone euro. Ils ont ajusté, ils étaient dans une situation épouvantable, avec des déficits de balance des paiements courants épouvantables. Donc, encore une fois, je crois que la Grèce s'est bien engagée dans la bonne direction. Je crois qu'elle ajuste en ce moment, elle l'ajuste de manière ordonnée, avec le soutien de la communauté internationale. Elle doit continuer de le faire. Et bien entendu, le moment venu, il faudra faire ce qui est nécessaire dans l'intérêt de tous pour lui permettre de revenir sur le marché et d'être à nouveau bancable, ce qui est indispensable évidemment et ce qui est toujours le but de ces opérations d'ajustement. Oui, parce que l'austérité en soi, on est bien d'accord que la Grèce, comme quelques autres, avait un peu poussé ces dernières années. Mais vous ne pouvez pas avoir, comme en Espagne actuellement, il y a un moment où on arrive à l'os, et où l'austérité devient contre-productive, puisque l'austérité entraîne l'austérité. Et ça devient un cercle infernal. Donc à quel moment il va falloir faire un peu de pilotage habile ? Mais ce pilotage habile, c'est ce que j'appelle l'ajustement ordonné, si vous voulez, progressif et ordonné. C'est ce que la communauté internationale et les Européens font. La communauté internationale avec les Européens sur 3 pays, qui sont l'Irlande, le Portugal et la Grèce. Et les Européens observent avec énormément d'attention, évidemment, ce qui se passe en Italie et en Espagne. Prenons l'exemple de l'Espagne, qui est un bon exemple. Leur déficit de la balance des paiements courants était de l'ordre de 10% du produit intérieur brut dans les années 2008, mettons, je simplifie. Ils ont perdu 800 milliards sur 10 ans. C'est l'ordre de grandeur. dollars, 800 milliards de dollars sur 10 ans. C'est l'ordre de grandeur. Aujourd'hui, si on regarde en instantané l'équivalent annuel de leur déficit de la balance des paiements courants, je pense qu'on serait à moins de 2%. Donc, il y a eu un effort considérable qui a été fait par l'Espagne. Quand je regarde les coûts unitaires de production, l'Espagne avait perdu beaucoup de compétitivité par rapport à tous les Européens, et y compris par rapport à nous. Elle a regagné la compétitivité qu'elle avait perdue, par exemple, par rapport à la France. Oui. Qui commence à poser quelques petits problèmes dans certains secteurs. Par rapport aux Pays-Bas. Donc on est dans une situation où il y a de vrais efforts, un vrai ajustement, et bien entendu, à un moment, tout cela vous redonne la confiance nécessaire, parce que vous démontrez tout simplement aux bailleurs de fonds potentiels que on peut faire confiance, parce que précisément, il y a un pays qui est capable d'ajuster, qui est capable d'avoir un équilibre de la balance des paiements courants. Mais l'idée austérité, moi je veux bien que l'austérité soit épouvantable. J'appelle pas ça austérité, j'appelle ça retour à une situation normale. Quand on demande au reste du monde de vous financer à hauteur de 10 points de votre PIB, évidemment, il faut retourner à une situation normale à un moment ou à un autre. Encore une fois, il n'y a pas de corne d'abondance quelque part dans le monde qui se tient prête à faire la différence entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Ça, c'est simple. Alors, je suis d'accord avec vous, faire cet ajustement de manière ordonnée,
avec le soutien, le cas échéant, si c'est nécessaire, de la communauté internationale. C'est bien mieux que de le faire de manière désordonnée. Ça, c'est ce que j'appellerais l'austérité. L'austérité, c'est de le faire comme ça, brutalement, et de manière non ordonnée. Ce n'est pas ce qu'on fait en Europe en ce moment. C'est brutal. C'est brutal et moyennement ordonné. En Espagne, c'est... Non, on peut... Bien entendu, il faut, encore une fois, revenir progressivement à une situation normale. On peut le faire plus ou moins bien. Là, ce sont des décisions nationales. Avec un risque, en Espagne, que c'est le risque d'éclatement, qui n'est pas négligeable. Hein, car la Catalogne s'imagine, évidemment, ça c'est le jeu politicien, que c'est la faute de Madrid et de Bruxelles, comme toujours, et donc sont tentés de prendre leur indépendance. Hein. Immédiatement, le Pays Basque fera de même. Donc vous avez l'Espagne qui éclate, et là, ça pose un problème politique majeur à l'intérieur de l'Europe. Est-ce que l'Europe et ses institutions est capable d'affronter un tel problème? Il me semble que c'est un problème complètement différent, le problème du Pays Basque ou de la Catalogne. Mais c'est une conséquence de la crise. Si, ça se renforce. Est-ce qu'on peut dire que le problème de l'Écosse est lui aussi une conséquence de la crise? Nous avons un problème général. Et est-ce qu'on peut dire que le problème de la Flandre en Belgique est aussi une conséquence de la crise? Je crois que c'est un problème plus général, mais évidemment un problème très très sérieux. Je crois que le fait encore une fois, de procéder à un ajustement ordonné par rapport à ce que j'appellerais comme vous une austérité brutale, immédiate et catastrophique, est évidemment le mieux de ce qu'il faut faire, de ce qu'il convient de faire. Mais je reviens un instant quand même sur l'intérêt des gens, l'intérêt de nos concitoyens. L'intérêt de nos concitoyens, c'est évidemment d'avoir un ajustement ordonné plutôt qu'un ajustement désordonné. Deuxièmement, il est évident que dans l'ajustement, on peut protéger les emplois ou ne pas protéger les emplois au maximum, ce qui suppose des efforts faits de la part de ceux qui ont un emploi. Regardez l'Allemagne. Crise en Allemagne comme partout. Baisse du produit intérieur brut absolument tragique en Allemagne aussi, et même plus que chez nous. Mais protection complète de l'emploi. Parce qu'ils se sont... En 2009, oui. Oui, dans la crise, dans la très grande récession que nous avons connue. Mais c'est un phénomène plus général, si vous voulez. On protège ceux qui n'ont pas d'emploi plutôt que ceux qui ont un emploi. Et c'est un problème qui se pose pour tous les pays. Il est clair qu'avec les réformes appropriées, on pourrait ajuster en protégeant mieux l'emploi, c'est clair. Vous aviez dit il y a, je crois, 1 an, que le secteur financier devait changer ses valeurs. Alors, est-ce qu'il y a eu le début du commencement d'un changement de valeur de la part du système financier? Je crois en effet qu'on a eu des comportements qui n'étaient pas normaux, non pas dans le secteur financier en général, parce que c'est un petit peu trop générique, si je puis dire, mais dans certaines parties du secteur, dans certaines fonctions exercées au sein des banques, par exemple, mais surtout dans les non-banques, au sein des non-banques. Les éléments les plus caricaturaux de ce point de vue-là, on les trouve plutôt dans les non-banques et dans les highly leveraged institutions, comme on dit, dans les hedge funds, dans le private equity, etc. Donc, il me semble que pour que nos sociétés fonctionnent de manière convenable, il faut qu'il y ait des valeurs qui soient partagées. Et ce n'est pas un phénomène français d'ailleurs, puisqu'on voit bien que ce phénomène est vraiment mondial et qu'aux États-Unis, comme en Angleterre, comme en Europe continentale, on a effectivement un niveau d'incompréhension des gens, de nos concitoyens, du peuple souverain, quand il observe certains comportements. Alors, il me semble, si vous voulez, qu'un certain nombre de corrections ont été opérées. Il me semble aussi qu'il y a eu beaucoup de réflexions sur ce qu'il convenait de faire pour gérer de manière sage ces phénomènes, étant entendu que ce n'est pas du jour au lendemain que les choses se règlent. Il y a des divergences entre les continents. Et qu'il peut y avoir, des divergences. Enfin, le même phénomène d'indignation d'une partie de l'opinion contre certains comportements s'observe partout. Donc il y a une convergence de ce point de vue-là. Il faut aussi ne pas pratiquer la stratégie du bouc émissaire, parce qu'on a besoin
de toute manière, d'un secteur financier. On a besoin de banques qui ont une fonction fondamentale de sélection des risques, de réallocation optimale du capital, aussi optimale que possible du capital. Et il est certain que si on n'a plus de secteur financier, on n'a plus d'économie de marché. Séparer les banques. Et c'est vraiment la catastrophe. Il faut séparer banque de détail, banque c'est vraiment la catastrophe. Investment bank. Là, vous avez plusieurs écoles, comme vous savez, une école américaine, une école anglaise. La France vient de prendre des décisions. Je crois qu'au total, les décisions françaises sont plutôt bonnes, à mon avis. Plutôt bonnes. Elles protègent bien les banques contre ce qui est pure spéculation. Proprietary trading, comme on dit dans ce jargon, qui est effectivement très dangereux et dont on a pu démontrer qu'il était très dangereux. L'idée de dire le market making qui est fait pour permettre aux clients eux-mêmes de la banque, qui sont des clients de l'économie réelle, d'avoir les meilleurs services, je trouve que cela a de bonnes justifications. Et le fait que les Américains ne veulent pas appliquer Bâle III pour le moment? C'est un sujet très, très, très important. Nous avons besoin évidemment d'appliquer les mêmes règles dans le monde entier. C'est d'ailleurs la règle fondamentale qui a été posée par le G20 lorsqu'il a approuvé les règles qui ont déjà été décidées au demeurant, s'agissant des demandes de recapitalisation, de capitalisation des banques. Je pense que le fait d'appliquer les mêmes règles partout dans le monde et au même moment est absolument fondamental. C'est d'ailleurs la doctrine du G20 et c'est ce que le comité de Bâle est censé faire. Il est censé vérifier l'application par chacun de ces règles. Donc, la règle est la règle. Le monde est profondément unifié. On l'a bien vu après Lehman Brothers. La contagion a déferlé sur le monde entier quasi immédiatement. On a une entité pertinente qui est l'économie mondiale intégrée. Et il faut reconnaître pleinement que cette entité existe. Sinon, on prend les plus grands risques, comme on l'a vu. Mais les Américains rechignent à appliquer Bâle III, mais nous aussi, on pourrait dire que les normes comptables internationales mark-to-market n'est pas la meilleure chose qui soit. Et est-ce que vous pensez qu'il faut revoir ces normes comptables? D'abord, la chose la plus importante, c'est d'avoir les mêmes normes comptables des deux côtés de l'Atlantique. Pour le moment, on a des normes comptables mondiales qui d'ailleurs sont en voie de généralisation totale, avec les pays émergents approuvant, disons, les normes internationales. Et puis, on a l'isola, si je puis dire, américain, mais les Américains ayant une grande économie, c'est évidemment une exception monumentale. Il est très anormal qu'on n'ait pas les mêmes règles comptables partout dans le monde. Ensuite, alors, il faut entrer à l'intérieur de ces règles comptables. On a peut-être tendance à caricaturer un peu le mark-to-market qui n'a pas été aussi généralisé, grâce d'ailleurs à la négociation internationale, que certains l'ont craint au début. Donc je crois qu'il faut regarder ça de près, avec avantages et inconvénients de chacune des solutions. Il est clair que quand on travaille sur ces normes comptables, on voit la complexité des choses et la difficulté qu'il peut y avoir dans certains cas à trancher. Mais je crois au total, si vous voulez, que les normes internationales sont au total des normes acceptables. Et ce que je souhaiterais, c'est que les Américains puissent les rejoindre. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment que le marché de l'euro ne doivent pas se faire essentiellement dans un centre offshore, en l'occurrence à Londres? Je crois que le problème que nous avons là est évidemment un problème qui se pose au sein même du marché unique des services financiers à 27. À 27, oui. Et donc on a là un problème fondamental d'organisation des 27. Il est clair que il dépend finalement de chaque place financière d'être elle-même capable d'attirer les participants du marché, comme on dit, les investisseurs et les épargnants, pour que le marché soit aussi prospère, que les services soient les meilleurs possibles. Et cela ne dépend pas essentiellement nécessairement, en tout cas, des règles
Ça dépend essentiellement de la capacité des institutions financières, des marchés, de l'organisation des uns et des autres de présenter les meilleurs services. Donc j'encourage très fortement, évidemment, les uns et les autres à présenter les meilleurs services. Effectivement, Londres a rempli un vide, en quelque sorte. Je crois qu'il y a une tradition très forte et très ancienne, évidemment, d'une part, et d'autre part, le sentiment que dans les avantages comparatifs du pays, ou des différents pays, la place financière est considérée certainement comme un élément essentiel par l'économie du pays A tout entier, alors que je ne suis pas sûr que pour le moment, je le déplore naturellement, mais je ne suis pas sûr que pour le moment, ni en Allemagne, ni en France, ni en Italie, il ait été considéré que la place financière était un élément essentiel dans comment dirais-je, les avantages comparatifs dont le pays dispose. Je le déplore, mais je crois que nous sommes dans un monde de compétition et il faut offrir les meilleurs biens, les meilleurs atomes, si vous voulez, produits de meilleure qualité possible, les meilleures voitures, les meilleurs biens, les meilleurs services pour séduire les clients. Et les clients sont eux-mêmes très agnostiques. Oui. Ils sont prêts à aller où l'on veut. Si on ne veut pas laisser aux Britanniques une sorte de monopole du traitement de l'euro, il faut que les places financières de la zone euro elles-mêmes récupèrent le marché. Vous vous souvenez que ce qui s'est passé aux États-Unis, au moment où le marché mondial des obligations dollars, les fameux euros-dollars, était à New York. Les Américains ont créé un impôt. Et cet impôt a été tel que le marché est parti de New York pour s'installer à Londres. Le marché était lui-même totalement agnostique. Simplement, le service rendu à Londres, en l'occurrence, pour les obligations libellées en dollars des États-Unis, était meilleur que le service rendu à New York. Le marché n'a pas hésité. Donc, nous sommes dans un monde de compétition où il faut prouver en permanence, mais encore une fois, c'est vrai pour les services, comme pour les biens, comme pour tous les biens, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient technologiques ou qu'ils ne soient pas technologiques, il faut essayer d'être le meilleur possible dans le rapport qualité-prix. Eh bien, on terminera là-dessus. Merci Jean-Claude Trichet. Merci beaucoup.